On va revenir sur justement les chances de négociation, de retour aux négociations. C'est ce que vous allez tenter de faire demain avec les ministres des Affaires étrangères allemands et britanniques en rencontrant demain votre homologue iranien à Genève. Est-ce que tenter par la négociation de mettre un terme à ce conflit, c'est un vœu pieux? Non, pas du tout. C'est une obligation presque morale. Et c'est ce à quoi je m'emploie depuis les premières heures de ce conflit, en multipliant les contacts avec toutes les parties prenantes dans la région, pour amener les uns et les autres à l'évidence, qui est que oui, nous considérons que le programme nucléaire iranien constitue une grave menace, une menace même existentielle pour Israël, pour la région, pour la France et pour l'Europe. Mais non, nous ne considérons pas que ce problème peut être résolu par la force seule. Et que nous devons, comme nous l'avons fait il y a 10 ans, par la négociation, c'est la France à l'époque, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni qui a trouvé la solution, obtenir un retour en arrière durable, crédible de ce programme, ainsi que le programme de missiles qui l'accompagne, pour garantir la sécurité et la paix. Et je crois que c'est le moment, et peut-être l'un des derniers moments, pour réouvrir un canal de discussion et faire primer le dialogue sur la force. C'est pas trop tard. Israël n'est pas dans une logique de discussion, mais dans une logique de destruction. Donc les choses paraissent absolument incompatibles. Je crois qu'il est essentiel de montrer que cette voie du dialogue est la seule qui doit primer. D'abord parce que c'est la seule susceptible de produire l'effet recherché. Quel est l'effet recherché ? Eh bien, c'est qu'on puisse se débarrasser, une bonne fois pour toutes, de ce programme nucléaire, du risque des missiles, de l'attitude du régime iranien qui déstabilise la région. Donc c'est en ce que vous soutenant allez le Hamas, demander demain au ministre des Affaires étrangères. Ce que je dis, c'est que convaincre la communauté internationale que la seule manière d'obtenir ces résultats, c'est de le faire par la négociation. Nous en avons la conviction intime. C'est ce que nous disons depuis de nombreuses années. D'ailleurs, l'Iran aurait peut-être mieux fait de nous écouter, parce que si elle était entrée de bonne foi dans les négociations que nous lui proposions, peut-être n'en serions-nous pas là. Est-ce que vraiment la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne parlent d'une même voix? Est-ce que, quand on entend le chancelier allemand dire qu'Israël fait le sale boulot pour nous, évidemment, ce n'est pas la position de la France? Ce qui est clair, c'est que, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont condamné l'attitude du régime iranien, ces attaques tournées contre son propre peuple, contre Israël ou la région, que ce soit ce programme nucléaire ou ce programme de missiles, que ce soit le soutien à tous les groupes terroristes. Et en félicitant le Hamas pour l'attentat meurtrier du 7 octobre, suite auquel 50 de nos compatriotes ont perdu la vie, que ce soit dans la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté, ou encore par la détention arbitraire de 2 de nos compatriotes, Jacques Paris et Cécile Kohler, qui sont otages depuis 3 ans, plus de 3 ans, détenus dans des conditions indignes, assimilables à de la torture. Nous partageons ce constat. Et nous partageons un autre constat, un deuxième constat, c'est que la négociation est, dans l'histoire récente, la seule voie qui a permis à l'Iran de faire marche arrière sur son programme nucléaire. Ça s'est passé il y a 10 ans. C'est ce qu'on appelle le JCPOA. C'est un accord sur le nucléaire iranien dont tous les éléments qui l'ont analysé ont montré qu'il avait conduit l'Iran à réduire très considérablement son stock d'uranium enrichi, ses capacités d'enrichissement. Donc c'est cela qu'il faut viser. Comment, selon vous, le ministre des Affaires étrangères iranien a perçu les propos, les mots du chancelier allemand? Je ne vais pas commenter la perception par un ministre iranien de propos allemands. Ce que je puis vous dire, c'est que nous nous efforçons avec mes collègues britanniques et allemands, je les ai beaucoup poussés dans cette direction, à réouvrir ce canal de discussion, seule alternative à la poursuite de ces frappes qui menacent d'entraîner la région dans un embrasement dont nous ne pouvons pas mesurer les conséquences qu'elle aurait. Elle aurait pour la région, mais également pour nos partenaires et nos intérêts. Je rappelle que nous avons 1000 ressortissants français qui habitent aujourd'hui en Iran, même si certains souhaitent partir et que nous allons les accompagner, et près de 250 000 compatriotes qui sont installés en Israël. Quel est l'objectif de guerre d'Israël? C'est assez clair. Il faut le demander à Patrick Cohen. C'est de renverser le régime par la force, par la destruction, par l'élimination, l'assassinat de son numéro 1. Je vous ai dit ce que nous pensons de ce régime. J'aurais pu ajouter que ce régime s'est rendu coupable de fournir à la Russie des centaines de missiles et des milliers de drones qui ont permis à la Russie, comme elle l'a montré encore il y a 2 jours, de frapper avec une cruauté sans limite le peuple ukrainien. Mais la France
défend en toutes circonstances le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous considérons que ce n'est pas par la force qu'on peut redessiner les contours d'une nation et qu'il appartient au peuple de décider de leur propre destin. Et que nous devons faire confiance au peuple iranien pour choisir par lui-même le moment et les circonstances pour repousser et pour se défaire des jougs que ce régime a placés sur lui-même. Et le droit international ? Et la France défend toujours le droit international. Une guerre préventive, ça respecte le droit international. Mais nous n'avons ni soutenu, ni participé à aucune guerre préventive que ce soit. Bien sûr que vous l'avez soutenu. Ah, pas du tout. Vous avez dit qu'Israël était légitime à attaquer l'arsenal nucléaire iranien. Non, pas du tout. Nous n'avons ni soutenu, ni participé à ces frappes. Et nous avons d'ores et déjà appelé à la désescalade, à la retenue et à l'arrêt des frappes. Donc, la France est toujours du côté du droit international. Pardon, Jean-Noël Barrot, j'ai cru comprendre dans les propos d'Emmanuel Macron qu'il approuvait l'action qui était celle de l'armée israélienne contre l'arsenal nucléaire iranien, non ? Emmanuel Macron a toujours dit que nous n'avions, en tout cas depuis le début de cette opération militaire, que nous ne l'avions pas soutenue et que nous n'y avions pas participé. Il a appelé à l'arrêt des frappes, parce qu'il considère, à juste titre, que seule la négociation permettra de résoudre durablement ce problème, qui est un problème, il est vrai, très sérieux, très grave, très existentiel pour nous. Donald Trump a assuré hier soir n'avoir pas encore pris sa décision sur une éventuelle participation des États-Unis aux frappes d'Israël contre l'Iran. Il a affirmé devant la presse « je vais peut-être le faire et peut-être pas le faire ». À l'intérieur même de son camp, les discussions sont vives sur l'opportunité d'une intervention américaine. Témoin ce débat très animé entre l'ancien animateur de Fox News Tucker Carlson et le sénateur républicain Ted Cruz. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? Why is it relevant? You don't know anything about Iran, so okay, actually I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're not calling for military strikes against them in retaliation. And if you really believe that... We're carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. Well, you're breaking news here, because the U.S. government last night denied that we were acting on Israel's behalf in any offensive capacity. No, we're not bombing them. Israel's bombing them. Que vous inspire cet échange ? Eh bien, ça m'encourage à poursuivre les efforts que j'ai engagés dès les premières heures de ce conflit pour montrer que la voie de la négociation est possible. Et je crois qu'il y a encore sur la table aux États-Unis. Je crois qu'il y a aux États-Unis beaucoup de responsables politiques qui sont convaincus qu'il ne faut pas refaire les erreurs du passé. Ce qu'on a vu en Libye, ce qu'on a vu en Afghanistan, ce qu'on a vu en Irak, nous ne voulons pas le voir se reproduire. Et je le dis tout particulièrement pour la France, parce que nous sommes dans une situation qui est différente de celle des États-Unis. Il y a le plan des principes qui nous conduit à agir, à œuvrer pour le dialogue et la négociation. Mais n'oublions pas qu'il s'agit, pour répondre à la question de M. Tucker, d'un pays de 90 millions d'habitants, qui par le passé a montré sa capacité, dans des guerres précédentes, à se défendre bec et ongle jusqu'à la fin des combats et pendant longtemps. Si nous laissons la région s'embraser, c'est à nos portes, aux portes de l'Europe, un foyer d'instabilité majeur qui s'installera et d'où nous payerons les conséquences très lourdement et très chèrement. Vous les avez évoqués tout à l'heure, Cécile Collère et son compagnon Jacques Paris, qui sont détenus depuis plus de 3 ans dans cette prison des Vins à Téhéran, qui est menacée par les bombardements. Et hier soir, sur ce plateau, nous recevions la sœur de Cécile Collère, Noémie, qui est plus inquiète que jamais. On n'a rien, on n'a pas de perspective concrète, on n'a pas d'informations concrètes. C'était déjà difficile avant les bombardements. Et là, c'est un enfer. On voit les multiplications de victimes civiles, on voit les multiplications de déclarations absolument terrifiantes de part et d'autre, et les appels à évacuer Téhéran qui se multiplient également, et Cécile et Jacques qui sont bloqués au milieu de tout ça. On n'est pas du tout à l'abri que, déjà actuellement, que les conditions dans la prison se détériorent significativement, et que des mouvements d'émeute et de panique, en fait, rendent la sécurité beaucoup plus difficile. Vous avez des nouvelles, des informations à donner aux proches de Cécile Collère et Jacques Paris? D'abord, je veux saluer le courage des familles. Quand on a un proche qui est retenu otage en Iran, dans des conditions indignes, assimilables à la torture, j'ai d'ailleurs porté plainte à ce sujet devant la Cour internationale de justice, c'est un calvaire que l'on vit. Et dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui en Iran, c'est évidemment un enfer, pour reprendre les mots de Noémie. C'est pourquoi je me suis entretenu avec la famille de Cécile et la famille de Jacques longuement mardi, pour leur faire part de ce que nous savons et de ce que nous faisons. Ce que nous savons à ce jour, c'est que, fort heureusement,
les frappes, même si certaines ont touché le quartier dans lequel la prison est située, n'ont pas touché la prison elle-même, fort heureusement. Ce que nous faisons, c'est d'abord de solliciter l'Iran pour que nous puissions avoir accès à Cécile et Jacques, c'est-à-dire que nous puissions obtenir une visite consulaire. Visite dont ils ont été privés depuis plus d'1 an, jusqu'à ce que je dépose ma plainte devant la Cour internationale de justice et que nous ayons la possibilité, 2 fois, pour 10 minutes, de nous entretenir avec eux. La deuxième chose, c'est que le président de la République, à son niveau, et moi-même au mien, nous avons attiré l'attention des autorités israéliennes et des autorités iraniennes sur la présence de nos 2 compatriotes et sur, je dirais, la très vive préoccupation qui est la nôtre, qu'ils puissent être, évidemment, qui peut se trouver pris dans des phénomènes d'émeutes ou autres, qui peuvent très bien se produire lorsque la situation sécuritaire se dégrade, ou pire encore, qui se retrouvent victimes d'une frappe, comme les populations civiles qu'on a vues dans le reportage que vous montriez tout à l'heure. On va rester en lien avec eux, évidemment, comme on le fait depuis longtemps, mais de manière plus, je dirais, régulière, tous les jours, pour leur donner les informations dont on dispose, en espérant aussi pouvoir obtenir ce que nous n'avons pas obtenu depuis 3 ans, c'est-à-dire leur libération. Et dans ces circonstances, vous avez appelé les Français qui souhaitent quitter l'Iran à le faire via l'Arménie et la Turquie. Pour ceux qui sont en Israël, aussi à fuir ou à partir via l'Égypte ou la Jordanie. Ça veut dire que dans les 2 cas, vous conseillez aux ressortissants français de partir ? Nous avons surtout conseillé à nos compatriotes en Israël de rester très à l'écoute des consignes de sécurité. Nous leur avons indiqué que pour ceux qui le souhaiteraient, ils pouvaient se rendre à la frontière nord d'Israël pour gagner la Jordanie et l'aéroport d'Amman, ou la frontière sud d'Israël pour gagner l'aéroport de Sharm el-Sheikh en Égypte. Qu'à la frontière, ils rencontreraient des équipes que nous avons déployées ce jour pour qui leur faciliteront la tâche, et qu'au-delà de la frontière, des bus seront mis en place dès demain matin pour les acheminer vers l'aéroport. Et que pour les plus vulnérables, les personnes françaises en situation, je dirais, de vulnérabilité ou d'urgence, nous pourrions les acheminer depuis Tel Aviv jusqu'à Amman, et qu'un vol serait affrété d'ici la fin de semaine pour qu'ils puissent rentrer à Paris. Et s'agissant de l'Iran, nous les avons encouragés à ne pas rester à Téhéran, qui a été la cible de nombreuses frappes, et nous les avons appelés aujourd'hui à se signaler, s'ils ne l'ont pas déjà fait, pour pouvoir les convoyer jusqu'à la frontière avec l'Arménie ou la Turquie, pour qu'ensuite ils puissent être prendre des bus qui les emmèneront vers les aéroports des 2 pays concernés. La frontière reste ouverte, et pour les Français, il est possible d'accéder à l'Arménie ou à la Turquie sans visa. Un dernier mot pour vous interroger sur la situation du député du groupe écologiste et social Pouria Amir Chahi, qui s'est vu refuser un visa pour les États-Unis. Il devait y rencontrer des élus démocrates. Au micro de Salomé Delatte pour C'est à vous, il dénonce un acte hostile des États-Unis contre un élu français. Quand j'ai reçu la réponse, j'étais très troublé. En plus de 240 ans de relations entre la France et les États-Unis, pour la première fois, un parlementaire est interdit de séjour. Est-ce que ça vient confirmer mes inquiétudes d'un État qui est en train de basculer vers l'illibéralisme, ou est-ce que c'est une appréciation de peur de quelqu'un qui, par son acte de naissance, l'Iran, la Perse, pourrait avoir un quelconque rôle à jouer? C'est un acte hostile des États-Unis contre un élu français? C'est un acte qui n'est pas définitif. Et au menu de ma discussion avec mon homologue américain, que j'espère avoir ce soir, il y aura le cas de ce député qui mérite, puisqu'il le souhaite, et dans le cadre de ses activités parlementaires, de pouvoir se rendre aux États-Unis. Mais comment expliquez-vous la première intention? Je ne me l'explique pas, et c'est pourquoi nous sommes intervenus pour indiquer aux représentants des États-Unis en France que cette décision partielle était sans fondement et qu'il était encore temps de l'inverser. Il est arrivé, le nouvel ambassadeur? Et il arrive dans les prochaines semaines. Ah oui, c'est ça, il n'est pas encore là. Très bien. D'autres sujets d'actualité à vous soumettre, notamment dans la story de Mohamed Bouafsi. En 2023 et jusqu'en 2025, on ne peut pas savoir jusqu'à présent. Il y a des traits des êtres humains et tout. La nourriture, c'est pas bon. Le logement, c'est pas bon. En fait, aussi, on travaille dur. Ni de respect, c'était déplorable. On est là ce matin pour que la justice soit faite. Du coup, et que personne n'est nul au-dessus de la loi.
C'est l'histoire des vendanges de l'horreur. À l'été 2023, 57 travailleurs étrangers ont été découverts dans la Marne dans des conditions de vie et d'hébergement déplorables. La plupart des victimes sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Parmi les victimes allant de 16 à 65 ans, il y a une grande majorité d'hommes, mais aussi 9 femmes. Ces personnes vivaient à même le sol, se lavaient à l'aide de douches de fortune, sans eau chaude et à proximité d'installations électriques dangereuses. Nous mettre dans un bâtiment abandonné et tout, pas de nourriture, pas d'eau, ni rien du tout. Et puis on nous amène dans les champs pour couper les raisins, pour faire des vendages et tout, de 5h du matin jusqu'à 6h du soir. Ça se fait pas. Et le début de l'hiver, c'est très froid, un instant de très froid, c'est dégoûtant. Si on finit de travail aussi pour rentrer à la maison, il n'y a pas de l'eau chaude pour laver, ni une bonne condition pour dormir, il n'y en a pas. Ça c'est très mauvaise image à France ici. C'est grâce à un signalement des voisins que l'inspection du travail a découvert ces victimes entassées les unes sur les autres. À l'époque, les inspecteurs n'en croient pas leurs yeux. Certains de ces exploités évoquent même un climat de terreur au sein de l'un des prestigieux vignobles champenois. Déjà, on n'a pas été payé. Et puis le pire, c'est qu'on était dans les champs, on était tabassés et violentés souvent. Le procès des vendanges de la honte, comme l'évoquent nos confrères en région, s'est ouvert ce matin devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Le parquet a retenu 5 infractions contre 3 personnes et une société de service, conditions d'hébergement indignes, travail dissimulé, emploi de salariés sans titre de travail, mais surtout traite d'êtres humains. Il y avait un homme avec un couteau qui leur disait d'aller retourner travailler, donc c'est inouï et c'est ça qu'on dénonce. Les conditions de travail et d'hébergement qui confinent à l'esclavagisme, ça doit être un sursaut un peu collectif de s'intéresser aux conditions dans lesquelles nos bouteilles de champagne sont remplies, nos vins sont remplis. Et pour atténuer la responsabilité de sa cliente, l'un des avocats de la défense a trouvé un argument assez surprenant pour justifier les conditions de vie indignes des travailleurs. Il y a des très grandes difficultés de recrutement, ça amène à un traitement dans l'urgence de ces questions, ça amène parfois aussi à des débordements comme ma cliente a pu en être victime. Cette affaire a créé un réel émoi dans la région. Les 57 victimes sont soutenues par la CGT Champagne, en colère de voir que les donneurs d'ordre ne sont pas présents aujourd'hui au tribunal. Le jeu, en fait, c'est que les sanctions, elles tombent, en fait, que ce soit pour les prestataires. Mais nous, ce qu'on a encore, on désole, on déplore, c'est surtout en fait qu'il n'y ait pas de donneurs d'ordre qui sont encore convoqués à la barre. On trouve ça inadmissible. Parce qu'arrivement, je pense que les prestataires, ils vont pas vendanger des parcelles comme ça, sans avoir de contrat avec qui que ce soit. Dans un secteur sous tension où souvent les vignobles passent par des prestataires des services, c'est le cas dans cette affaire. Plusieurs associations c'est le prestataire. C'est le prestataire qui est jugé. Plusieurs associations de droits de l'homme se sont constituées partie civile, comme la Ligue des droits de l'homme ou le Comité contre l'esclavage moderne. Cette affaire n'est pas la première. En 2018, 48 étrangers, dont la plupart étaient afghans, étaient embauchés pour des vendanges, étaient découverts dans des conditions similaires. Aujourd'hui, la traite d'êtres humains touche plusieurs secteurs. En France, des professionnels sont concernés, mais aussi des particuliers. L'exemple type, on va dire que c'est les personnels domestiques qui travaillent avec des amplitudes horaires qui peuvent aller jusqu'à 15 heures par jour, 100 jours de repos, en étant totalement isolés, coupés du monde. On a retrouvé un jour dans une épicerie une personne exploitée qui dormait par exemple dans un faux plafond. Dans le bâtiment, on a des personnes qui, par exemple, étaient cadenassées dans des maisons, des bâtiments en construction et qui dormaient sur place, dans des conditions absolument sordides. Nous, on est de l'ordre de 1500 dossiers depuis notre création. C'est un phénomène qui touche toutes les catégories sociales, dans tous les domaines. Il n'y a pas de profil type en réalité, ni pour les exploiteurs, ni pour les personnes exploitées. Alors ce ne sont pas des cas isolés. En France, rien qu'en 2024, le Comité contre l'esclavage moderne a relevé 327 dossiers de traite d'êtres humains en France. Selon l'Organisation internationale du travail, le montant des profits illégaux réalisés par les exploiteurs est estimé à 18 millions d'euros sur le territoire français. Monsieur le ministre, face au cas avéré de traite humaine en Champagne, quelles mesures concrètes doit-on engager pour mettre fin au réseau de passeurs ? D'abord, c'est une situation qui, comme vous l'avez dit, est indigne. Et surtout, c'est extrêmement grave. La traite d'êtres humains est sans doute l'un des qualificatifs juridiques assortis des peines les plus lourdes dans notre droit. Et je pense qu'il faut le rappeler, parce que ce n'est pas juste une affaire de travail illégal. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord réprimer
ce type de comportement et de réseau, et c'est ce que nous avons commencé à faire dans la dernière loi immigration qui a été votée, où ceux qui transportent, ceux qui emploient à ces fins de travail illégal des personnes étrangères ont vu les sanctions contre elles se durcir. Mais concernant l'action que je mène, pour ma part, l'objectif, c'est de les mettre en faillite, c'est-à-dire d'éviter que des jeunes femmes, des jeunes hommes se trouvent en situation de devoir quitter leur famille, leur village, leur pays, en prenant tous les risques pour se retrouver entre les mains de ce type de passeurs. Et pour cela, il y a bien évidemment la coopération internationale, bien sûr, mais il y a aussi l'extinction des foyers de crise. Et c'est quand la France et sa diplomatie se déploient au Liban, se déploient en Syrie, et aujourd'hui pour tenter d'éteindre le feu entre Israël et l'Iran, c'est également pour atteindre cet objectif et éviter ces vagues migratoires qui fuient les persécutions et qui fuient les désordres géopolitiques. Puisqu'on parle des passeurs, Jean-Noël Barrot, j'ai une question sur la situation en Méditerranée. Les ONG de sauvetage en mer ont secouru plus de 175 000 migrants en Méditerranée durant les 10 dernières années, un chiffre révélé hier par plusieurs organisations humanitaires. Vous avez dû l'avoir comme nous. Malgré ces sauvetages, plus de 20 800 personnes, dont 3 500 enfants, sont décédées ou ont disparu en Méditerranée. Dès lors, les ONG qui ont donné ces chiffres hier exhortent les États à prendre encore plus leurs responsabilités. Est-ce que l'Union européenne peut faire encore plus ? Je crois que la première responsabilité de l'Union européenne et la responsabilité de la France, c'est d'éviter ou d'éteindre les foyers d'incendie, comme je le disais. Je pense à la Syrie. La Syrie, en 2015... qui est suite à la répression dans le sang de la révolution par le régime sanguinaire de Bachar al-Assad, a été l'origine du départ de plusieurs millions de Syriennes et de Syriens, dont plus d'1 million vers l'Europe, prenant tous les risques, perdant la vie pour certains d'entre eux dans la Méditerranée qui est devenue un cimetière. Donc je crois que cette première responsabilité, c'est d'éteindre les incendies et de permettre au peuple de vivre en paix et en sécurité chez eux. Merci Jean-Noël Barrot d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci de votre présence.